Good Morning Business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre grand entretien aujourd'hui, c'est Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié hier la note de conjoncture, très attendue évidemment tous les trimestres. Une croissance nulle et des lourdes menaces qui planent sur nous. Je vais vous faire juste le constat et après vous me dites si c'est grave. 0% de croissance au T4, une inflation de 6,4% en glissement annuel, un taux de chômage stable, 7,4% et des perspectives d'emploi qui sont pas terribles. Où est-ce qu'on va en cette fin d'année en France? Directement vers la stagflation? Je pense pas que j'appellerais ça la stagflation pour autant. On va déjà vers beaucoup d'incertitudes. Donc nous, on a titré ça effectivement lourde menace et avec 0% de croissance. Mais il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça. Quand on regarde les enquêtes, les enquêtes de confiance auprès des ménages sont vraiment pas bonnes. Et donc les ménages ressentent l'inflation et ça se voit dans les enquêtes de confiance. C'est pour ça qu'on prévoit que même s'il y a plus de revenus, l'épargne va remonter. Il n'y aura pas un déluge de consommation. Du côté des entreprises, où les enquêtes étaient très bonnes en début d'année, c'était la sortie de la crise de la vague Omicron, etc. Et ça a beaucoup baissé, notamment dans le commerce et dans l'industrie, mais ça reste pas à des niveaux tout à fait alarmants. Non, c'est vrai. Il y a un petit peu... Ça tient côté entreprise. Voilà, donc quand on regarde les enquêtes de conjoncture, on pourrait se dire on a encore une croissance un petit peu... On peut encore avoir un peu de croissance en fin d'année, mais quand on regarde l'ensemble des menaces qui pèsent sur l'économie française, mais surtout européenne de manière générale, avec les problèmes d'approvisionnement en énergie et les problèmes de hausse de prix en énergie qui se font sentir pour les ménages et aussi pour les entreprises, là, on est plus fondé à être plus prudent. Mais on ne cache pas, encore une fois, qu'il y a énormément d'incertitudes autour de ça. D'ailleurs, il y a tellement d'incertitudes que vous n'osez plus prévoir l'avenir au-delà de 3 mois. Hein. Ah, ça, on a toujours fait ça. Donc, c'est pour l'année prochaine, on attendra décembre, c'est notre règle usuelle. Est-ce que l'Europe est l'homme malade de l'économie mondiale aujourd'hui ? L'Europe souffre effectivement de problèmes particuliers concernant l'approvisionnement et les prix de l'énergie, clairement. Ensuite, comment l'affaire va se déboucler? Les États-Unis n'ont pas ça, mais en même temps, ils sont en train de générer une inflation interne qui appelle une réaction de la Banque centrale de la Fed, qui sera certainement plus vigoureuse que ce qui sera nécessaire en Europe. Ouais, sauf que contrairement à l'Europe, les consommateurs américains sont au rendez-vous. Tous les grands groupes mondiaux nous disent mais la crise, quelle crise? Nous, on fait un business de folie, notamment en Amérique du Nord, parce que la croissance et la consommation des ménages est repartie. Ce qui n'est pas le cas donc en Europe et en France. Bien sûr. Non, mais aux États-Unis, la demande est alimentée depuis la sortie de la crise sanitaire par énormément de plans publics, par énormément d'argent public et par effectivement un retour à un moral qui est plus dynamique qu'en Europe. Mais est-ce que l'offre suit? Est-ce que les problèmes de tension sur le marché du travail vont se dissiper et quelle sera la réaction de la politique monétaire? Et donc, où on sera dans 12 ou 24 mois, l'affaire n'est pas dite. Voilà, donc... Sur le pouvoir d'achat justement des ménages en France, vous notez une baisse de 0,1% sur l'année à venir. J'ai envie de dire, c'est presque, on sauve un peu les meubles parce qu'on a encore beaucoup de mécanismes qui aident la consommation. Il y en a qui vont se tarir, des mécanismes d'aide vis-à-vis de la fin d'année. Ça veut dire que ça va être un coup d'arrêt encore plus fort d'ici la fin de l'année sur la conso? Sur l'année 2022, c'est sur l'année en cours qu'on prévoit 0% en gros ou moins 0,1 de croissance du pouvoir d'achat du revenu. Il y a, je crois là-dedans, on a chiffré 1,3 tout l'effet positif de toutes les mesures favorables qui sont prises et qui sont surtout d'ailleurs... C'est-à-dire que le choc est fort. Mais donc sans ça, le pouvoir d'achat aurait été négatif. Enfin, il aurait évolué en baisse, bien sûr, du fait de la recrudescence de l'inflation. Tout le sujet, je pense, pour l'année prochaine, c'est de savoir si l'inflation se replie, à quelle vitesse, et parce que les salaires vont augmenter un petit peu quand même l'an prochain, fatalement. Et donc, on peut avoir un pouvoir d'achat qui se maintient l'an prochain ou qui augmente, sans soutien public excessif, du fait simplement de cet effet de ciseau, les salaires qui se mettent à augmenter. C'est comme si les salaires allaient prendre le relais un petit peu dans les... Un peu plus qu'une inflation qui se replie. Dans les budgets, par rapport aux mécanismes d'aide. M'aventurez pas trop sur la prévision de croissance de l'an prochain, parce que l'horizon de la note de conjoncture, c'est simplement de la fin de l'année. Et à l'horizon de la fin de l'année, on a beau avoir un peu plus de revenus, le moral des ménages est tel que nous, on ne prévoit pas plus de consommation. Et donc, on a encore une remontée du taux d'épargne qui reste au-dessus de ce qu'il était avant crise. Alors, Jean-Luc Tavernier, vous n'avez pas de chance. Moi, je vais vous embarquer encore sur 2023, parce qu'on peut quand même, avec vous, avoir l'acquis de croissance sur le début d'année, c'est 0,2%, très loin de ce qu'on avait en début d'année 2022, on était à plus de 2%.
Ça veut dire que, même si vous ne voulez pas vous prononcer sur 2023, l'année, elle commence mal et on n'a pas d'élan. On n'a pas cet élan qu'on avait début 2022. Ah non, pas du tout. Oui. Donc ça, c'est clair qu'on n'a pas l'élan. On avait un élan au début de l'année 2022 qui était la sortie de la vague Omicron, qui a été très fort, notamment, on l'a vu sur le secteur d'hébergement-restauration, sur les services à la personne, sur le tourisme. Non, on n'a rien de tel. En revanche, on a toujours un soutien des politiques budgétaires quand même assez important, qui va avec un bouclier qui certes est modifié, mais qui quand même fait qu'on ne colle pas à la hausse des prix de marché en ce qui concerne l'électricité ou le gaz. Vous lancez une alerte sur l'Europe. Est-ce qu'il y a des nuances justement entre les différents pays européens, peut-être en fonction des politiques budgétaires accommodantes ou pas, mais est-ce que vous voyez des pays qui s'en sortent mieux que d'autres ? Les choses sont un petit peu contrastées. Oui, ce qu'on prévoit, nous, c'est quand même, et ça se voit aussi dans les chiffres qu'on trouve parmi les économistes ou même les chiffres des gouvernements eux-mêmes, c'est une Allemagne qui souffre plus de son exposition à l'énergie et à l'industrie, bien sûr. L'Italie un petit peu entre les deux, et une Espagne qui a encore un petit potentiel de rattrapage sur le tourisme, la consommation, plus que les autres pays. Grâce notamment à leur statut dérogatoire en matière de prix de l'électricité, puisque le gaz, ils ont le droit, ils ont un tarif du gaz qui est dérogatoire pour calculer le fameux prix de l'électricité. Il pourra jouer un peu à l'avenir, même s'il ne se voit pas pour l'instant dans les écarts d'inflation, puisque c'est vraiment la France qui a l'inflation la plus basse, entre 2 et 4 points en glissement annuel de moins que les autres grands pays. Je suis resté aux grands pays. Un mot du marché de l'emploi. On le disait, stabilité, 7,4% du taux de chômage d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous voyez quand même, en cette fin milieu d'année, le marché se retourner avec des créations d'emplois qui commencent à se tarir et un début de tension ? On a... ce que nous avons prévu là à l'INSEE, c'est vraiment un très net ralentissement des créations d'emplois. On doit en avoir 90 000 sur le deuxième semestre, quand on était à des chiffres beaucoup plus hauts au premier semestre, sans parler de l'année 2021, où on a eu on a eu 900 000, je crois, emplois créés au cours de l'année 2021. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en très net ralentissement. On n'est pas allé jusqu'à prévoir une baisse des emplois au cours de ces 2 trimestres, troisième et quatrième trimestre, parce que là encore, les enquêtes de conjoncture sont pas si alarmistes que ça, et le climat de l'emploi, quand on demande aux chefs d'entreprise, c'est ce que vous voulez embaucher ou pas, globalement, ça reste assez positif en dépit de toutes ces menaces. Et on est d'ailleurs, il faut le dire, depuis l'arrivée du Covid dans notre vie, on est surpris toujours par la résistance de l'emploi dans la première phase, et puis dans la reprise de l'emploi, et le fait que finalement la reprise s'est faite plus à coup d'emploi qu'à coup de productivité. Mais justement, Jean-Luc Tavernier, ça fait quand même 18 mois que l'INSEE ou les économistes nous disent qu'ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'effectivement, malgré la crise, malgré la baisse de la productivité, l'emploi continue de progresser et que les entreprises continuent d'embaucher? Il y a toujours des tensions sur le marché du travail. Est-ce que vous avez un début de réponse maintenant? On a des pistes. On n'a pas encore une histoire suffisamment bouclée. Ça vous intéresse? Alors les pistes, il y a eu beaucoup de mouvements entre les secteurs. Donc il y a les secteurs en reprise qui ont bien marché. Je sais pas moi, parlons informatique, communication, qui ont embauché. Et les secteurs qui étaient eux plutôt en déprise, je sais pas, les industries de transport, le matériel de transport, qui ont gardé l'emploi en se disant de toute façon retour à meilleure fortune. Je ne me sépare pas dans cette période-là où il y a quand même un peu des tensions sur les qualifications, sur les talents et sur les recrutements. Je ne me sépare pas de mes cadres et de mes salariés de manière générale. Donc ça, c'est une piste. Deuxième piste, c'est bien sûr, et on le dit, ce sont les chiffres en matière d'alternance. Ça fait sur l'année 2022, le développement de l'alternance, ça sera un tiers, un bon tiers des créations d'emplois. C'est quand même donc ça c'est bien identifié, c'est câble. Donc il y a la piste de l'emploi de précaution et la piste finalement d'un emploi qui coûte moins cher grâce à l'apprentissage. Oui. Et puis, de manière générale, on se rend compte, me semble-t-il, que depuis qu'on a un peu modifié l'évolution du marché du travail, qu'on a réduit les coûts de séparation, les coûts de licenciement, on a une économie qui, globalement, est moins frileuse pour créer des emplois. Et plus agile. Voilà, c'est QFD. Merci on attend beaucoup. Avec impatience la note de conjoncture de décembre, pour pouvoir savoir... qui essaiera d'éclairer un petit peu le début de l'année. Oui, on aura besoin